Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le boycott remarqué des producteurs africains de cacao à Bruxelles pour le sommet qui réunit les partenaires de la Fondation mondiale de cacao. Accra et Abidjan protestent contre le fait que les multinationales du secteur refusent toujours d'augmenter une prime versée aux producteurs de cacao. Nous irons dès le début de ce journal à Accra. Nous irons aussi à Maurice sur le probable assassinat d'un militant de la coalition au pouvoir. L'agent politique était sur le point de révéler des pratiques de corruption et de fraude électorale. 2 ans après les faits, les conclusions de l'enquête judiciaire sont accablantes pour la police et embarrassent le pouvoir. Reportage à suivre. Et en ce mois d'octobre, nous poursuivons notre sensibilisation contre le cancer du sein, un fléau qui ravage le continent africain. C'est la première ou la deuxième cause de mortalité et du cancer du sein chez les femmes dans la plupart des pays africains. Nous irons en Afrique du Sud à la rencontre de Tato, une femme qui vit avec un cancer du sein et a dû subir une ablation de son sein dans un contexte social difficile. Une ONG aide les patientes à accepter la maladie et son traitement. On ouvre ce journal par ce coup de tonnerre dans le ciel déjà orageux des relations entre les producteurs de cacao et les multinationales occidentales. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui représentent 65% de la production mondiale de cacao et ne perçoivent pourtant que 6% des revenus, ont décidé de boycotter le sommet de Bruxelles qui s'est ouvert ce mercredi. Et pour en parler, on rejoint à Accra Alex Assanvo, le secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Merci, Monsieur Assanvo, de nous rejoindre sur France 24. Dites-nous déjà pourquoi avoir pris cette décision de boycotter cette réunion qui est pourtant très importante pour votre secteur. Merci, madame. Tout d'abord, clairement, cela montre que les pays membres de l'organisation, donc la Côte d'Ivoire et le Ghana, ne sont pas contents. Donc, cela a été une réaction pour nous, pour donner un message très fort aux membres de l'industrie, mais aussi cela aussi montre une frustration. Nous avons eu il y a quelques mois, et vous l'avez vous-même couvert il y a 3 mois, de bonnes discussions avec l'industrie, très constructives, pour sortir de certaines situations qui nous avaient été décelées sur la mise en place d'un mécanisme de prix que la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient mis en place. Mais vous voyez, aujourd'hui, la prime pays, lorsqu'elle est altérée, impacte directement le prix final au producteur. Donc, ceci a une conséquence immédiate sur des millions de producteurs. Et pour nous, la Côte d'Ivoire et le Ghana, il est important aujourd'hui de ne pas accepter, et c'est un message pour nous de protestation. Et alors, vous le rappeliez, il y a quelques mois, en juillet, vous étiez ici sur notre antenne et vous nous expliquiez justement que les discussions avançaient bien, notamment sur cette question de prix entre les producteurs de cacao et justement les industriels du chocolat. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que vous demandez? Le contexte a changé, une meilleure prise en compte finalement du contexte économique global? Mais en effet, comme vous le voyez tous, aujourd'hui, partout, il y a des situations d'inflation, de crise économique. Et nous l'avons constaté, aujourd'hui, le chocolat a par exemple son prix qui a augmenté de presque entre 6 et 8%. Et l'une des raisons, c'est l'augmentation du lait, du sucre, disons de la betterave qui est utilisée pour faire du sucre, et plusieurs autres produits qui sont produits en Occident. Mais malheureusement, dans cette situation, nous voyons que le cacao, depuis plusieurs mois, les prix du marché nous montrent un cacao qui baisse. Et en termes de valeur, cela n'est pas du tout normal. Surtout lorsqu'on voit que des intrants et d'autres produits utilisés dans nos pays ont augmenté. Nous considérons que cela ne joue pas dans le partenariat que nous avons créé et surtout les accords que nous avons eus avec l'industrie il y a quelques mois. Donc, nous demandons quand même qu'on revoie tout cela. Bien sûr, c'est une question de marché, mais le marché ne peut pas être la réponse à tout. Et donc, cette réaction pour nous va nous demander de revoir certaines choses, autant avec l'industrie qu'à tous les partenaires avec qui nous travaillons. Alors, l'autre sujet qui émerge de ces conversations est autour du cacao durable, donc plus éthique, biologique, qui respecte les normes environnementales. Et finalement, là-dessus non plus, vous avez un point de désaccord. Oui, le désaccord est très fort. Tout d'abord, nous, la Côte d'Ivoire et le Ghana, nous avons mené beaucoup d'efforts.
Vous l'avez vu récemment, il y a eu plusieurs annonces. La Côte d'Ivoire a mis en place un programme de traçabilité nationale, ainsi qu'au Ghana. Nous avons plusieurs activités. En Côte d'Ivoire, le lancement d'une stratégie nationale pour le cacao durable au plus haut niveau. Et pareil au Ghana, nous avons plusieurs actions qui sont menées. La mise en place d'un standard pour un cacao durable pour tous les producteurs et le mécanisme de prix. Mais parallèlement, nous constatons que nous sommes assujettis à un marché. Ce marché qui est la couverture de tout. Aujourd'hui, le marché ne prend pas en compte toutes les externalités qui sont demandées autour de la durabilité. C'est très grave, parce que lorsqu'on entend aujourd'hui des régulations qui se mettent en place, et tout cela n'est pas du tout en lien, puisque comment est-ce qu'on peut avoir de la durabilité? La durabilité, c'est 3 piliers. Ces 3 piliers, c'est le pilier économique, le pilier social et environnemental. Donc du coup, lorsque la partie économique n'est pas du tout prise en compte, alors qu'elle est connectée aux 2 autres piliers, clairement, il y a un problème. Nous voyons des annonces de programmes de durabilité de l'industrie de plusieurs millions de dollars, mais par contre, le prix, ah non, on ne peut pas toucher, c'est le marché. Il est temps qu'on revoie tout cela. Donc aujourd'hui, notre message à nous, c'est de dire nous sommes producteurs de pays, de cacao, mais il est temps de revoir certains mécanismes. Et ces mécanismes-là, nous discutons avec l'industrie. Donc la porte n'est pas fermée. Mais par contre, nous allons réagir. Aujourd'hui, Oui. toute entreprise qui se permettra d'annoncer des programmes de durabilité et serait associée automatiquement à ce genre de manipulation vers les prix bas et surtout des manipulations vers les prix très très bas, surtout de la prime de qualité, verront le programme de durabilité revu et potentiellement suspendu. Ou alors dites-nous, Monsieur Assanvo, rapidement, mais où en est cette question finalement que tout le monde se pose sur à quand un marché local qui va valoriser et qui va traiter finalement le cacao, parce que aussi il y a cette question d'avoir un marché local qui est fort, qui est puissant, qui sera moins dépendant évidemment des transformations faites à l'étranger finalement, en dehors du continent africain. Bien sûr, je pense que déjà, la première des choses, c'est que tous, nous devons manger un peu plus de chocolat. Mais en plus de cela, nous regardons aussi tous les produits dérivés du cacao. Et nous avons aujourd'hui plusieurs axes de réflexion, comme la zone de libre-échange africaine, qui nous permettra de diversifier des sites de production dans la région avec des moyens de transport exempts de plusieurs taxes. Donc, afin de faciliter tout cela. Donc, oui, il nous faut consommer plus de chocolat. Nous ne sommes pas une région de consommation de chocolat, mais ça va être le travail de tous. Donc, nous devons nous y mettre. Absolument. Le pari est pris. Merci beaucoup, Monsieur Assanvo. Merci d'être venu sur ce journal de France 24. On passe à l'Ouganda qui intensifie son action contre la propagation du virus Ebola. Les autorités ont annoncé la mise en test de candidats vaccins dans les 2 semaines. Le virus a atteint la capitale et commence à créer la panique, même si les services de santé régionaux ont déclaré que la situation était sous contrôle. Les précisions de Laurent Bersécher. Un mois après le début de l'épidémie, le virus Ebola continue de se propager en Ouganda. Les autorités sanitaires annoncent l'ouverture d'un 6e centre de traitement et la mise en place d'essais cliniques de vaccins contre le variant soudanais. Nous allons évaluer l'efficacité de 3 candidats vaccins sur les cas contacts dans les semaines à venir, et notamment leur capacité à protéger jusqu'à 29 jours après le contact avec un patient Ebola. Depuis le début de l'épidémie, l'Ouganda surveille de très près les contacts d'environ 150 personnes ayant contracté le virus. Près de 3000 cas contacts ont ainsi été identifiés et doivent maintenant prendre part aux essais cliniques censés débuter d'ici 2 semaines. Alors que les autorités assurent toujours maîtriser la situation, l'épidémie s'est récemment propagée vers la capitale Kampala avec 15 cas confirmés. Certains habitants redoutent aujourd'hui un confinement similaire à celui imposé durant l'épidémie de Covid-19. Mais d'autres disent faire confiance à l'expérience des autorités pour contrôler le virus. Il n'y a pas eu de confinement pendant les épidémies précédentes, donc ça m'étonnerait qu'il y en ait un maintenant. Nous avons plus de ressources, les gens sont mieux informés qu'avant, nous allons mieux gérer cette fois. Ces dernières années, les vaccins ont démontré leur efficacité dans la lutte contre Ebola, notamment en RDC. Mais aucun n'a pour l'instant été approuvé pour lutter contre le variant soudanais qui sévit actuellement en Ouganda. Des milliers de Soudanais ont manifesté à Khartoum contre le pouvoir militaire installé par un putsch il y a 1 an.
et en mémoire des victimes de la répression. La police a tiré des grenades lacrymogènes sur les manifestants. Le Soudan ne cesse de s'enfoncer dans la crise politique alors que la chute du dictateur Omar el-Béchir en 2019 avait laissé entrevoir l'espoir d'un renouveau. L'autre sujet de l'actualité, c'est cette affaire politique à Maurice. Il y a 2 ans, mourait un militant du parti au pouvoir alors qu'il était sur le point de révéler des pratiques de corruption et de fraude électorale. Les conclusions de l'enquête judiciaire sur un probable assassinat politique jettent le blâme sur le pouvoir et embarrassent fortement le pouvoir. Reportage de notre correspondant Abdullah Erali. Simla Soupramanian attend depuis 2 ans de faire son deuil. Chaque jour, cette femme au foyer vient religieusement honorer la mémoire de son époux, un militant d'un parti politique au pouvoir, décédé alors qu'il s'apprêtait à dénoncer des pratiques de corruption et de fraudes électorales. Il était très en colère. Il m'a dit « Je n'en peux plus de leur comportement. Ils se sont servis de moi. Je vais les dénoncer à la commission anticorruption. » Cet homme de 52 ans, très actif dans la circonscription du Premier ministre aux législatives de 2019, disparaît alors pendant 2 jours, avant d'être retrouvé mort ici, à Telfer, dans un champ de canne. L'empressement de la police à classer l'affaire attisera les soupçons d'un probable assassinat. Cet ancien détective de la police mauricienne critique une enquête bâclée et orientée. Les règles de base n'ont pas été suivies. Un policier a même dit à la femme de la victime que c'était un cas de suicide. Quand l'autopsie n'avait pas encore été pratiquée, la police scientifique n'avait pas encore fait des prélèvements. Une jeune magistrate de cette cour de justice sera saisie de l'affaire. Cependant, son rapport d'enquête est resté confidentiel et sans suite pendant 1 an, jusqu'à ce que cette télévision en ligne en révèle les conclusions accablantes. Jamais la justice mauricienne n'a été aussi sévère envers la police, qualifiée d'incompétente, lamentable, voire odieuse. Pour la justice, la mort du chef agent électoral est fortement suspecte et ce meurtre ne serait pas étranger aux pratiques frauduleuses qu'il s'apprêtait à dénoncer. Ce nouveau rebondissement a provoqué une énorme émotion dans le pays. Ces manifestants laissent éclater leur indignation devant le siège du gouvernement à Port-Louis. Monsieur l'agent, ce n'est pas nous qu'il faut déloger, mais le corrompu qui parle en ce moment au Parlement. Le Premier ministre Pravin Jugnut affirme que la police enquête. Bien que les forces de l'ordre et la commission anticorruption dépendent de son bureau, l'enquête n'avance pas. Qui doit mener les investigations? Faut-il que les services du Premier ministre soient dessaisis de cette affaire pour éviter tout soupçon? Ce sont des questions que l'on se pose à Maurice. L'Afrique du Sud a regretté cette alerte sur un risque d'attentat à Johannesburg diffusée ce mercredi par l'ambassade des États-Unis. Pretoria juge cette annonce malencontreuse car susceptible de créer la panique et n'ayant fait l'objet d'aucune discussion préalable. On reste en Afrique du Sud pour vous parler du cancer du sein, un fléau qui touche de nombreuses femmes. Mais au-delà des moyens scientifiques disponibles pour détecter et traiter les facteurs psychologiques, retarde souvent le traitement. C'est pourquoi une petite ONG de Johannesburg forme des conseillers psychologiques pour aider les patients à accepter la maladie. Reportage de Caroline Dumais, Nadine Théron et Stéphane Karsten. Tato vit avec le cancer depuis 2 ans. Elle a dû se faire enlever le sein droit l'an dernier. Son moral est bon grâce à cette fondation qui soutient les patients. Sa rémission n'a pas duré. Elle a repris la chimiothérapie le lundi précédant notre rencontre. Et les effets secondaires, tu les as sentis? Non, pour l'instant, en tout cas, je me sens bien. Tato n'a même pas encore parlé de sa récidive à sa fille de 13 ans. La maladie est revenue. Je ne l'ai pas encore dit à ma fille. Elle va stresser à ce sujet. Il faut que je lui trouve quelqu'un à qui parler, qui pourra la conseiller, quelqu'un qui comprenne ma situation. On comprend ce que l'on ressent quand on a eu une opération de ce type, parce qu'on l'a toutes vécu nous-mêmes. Jenna a eu une double mastectomie à 17 ans. Oma a eu la sienne en 2015. Tato va aussi perdre son sein gauche. Instructrice de fitness, elle vit dans sa salle de gym, comme si de rien n'était. Je me balade dans les douches avec un seul sein. Et les clientes de la salle de fitness, les femmes qui ne me connaissent pas, elles regardent ma poitrine avec un seul sein et elles se disent « Waouh, c'est ça le cancer. On peut perdre un sein, mais on continue à vivre. On peut même être très heureuse. On est parfois un peu timide, on se dit « Je n'ai plus de poitrine, mais c'est juste un sein. Il n'est plus là, mais votre vie est bien là. »
La stigmatisation est importante en zone rurale. Beaucoup de femmes malades pensent qu'on leur a jeté un sort. En ce moment, nous avons une patiente de 22 ans. Sa mère lui a demandé pourquoi sa poitrine avait soudainement enflé. D'où vient le problème? Mais la fille est convaincue que c'est la famille du petit ami qui l'a ensorcelée. Je pense qu'on a vraiment besoin d'informer le public, et pas seulement au mois d'octobre. Il faut en parler toute l'année. Aller dans les communautés où nous pourrions transmettre des informations. Avec la fin du Covid, cette fondation reprendra bientôt ses activités hors des grandes villes. Si sa santé le permet, Tato se promet d'y aller. C'est la fin de ce journal d'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.